wasn't grown up in my but I wasn't grown up in my but I wasn't grown up in my Salut Richard Diotois, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, tu nous reçois aujourd'hui donc au CNAM, Au CNAM, ouais. Conservatoire. National des Arts et Métiers. Ok, et donc on est venu te voir pour parler de ton livre, Sciences sociales Football Club, aux éditions de Bock. Alors on va commencer déjà en expliquant ce qu'est qu'une science sociale. Je vais donner la définition. Les sciences sociales rassemblent toutes les matières scientifiques dont l'objet d'étude est lié à l'activité et au comportement des êtres humains. T'es d'accord plus ou moins avec cette définition déjà? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors on va essayer d'expliquer comment est-ce que tu as réussi à faire le lien entre sciences sociales et football. Ma première question, est-ce que le foot est une science, Richard? Ah non, le foot n'est pas une science, mais par contre, c'est un objet qui peut être analysé par les sciences, et notamment par les sciences sociales. Alors, quand on parle de sciences sociales, c'est souvent sociologie, histoire, économie, anthropologie, ethnologie, etc. Alors justement, si c'était une science, est-ce qu'il serait une science exacte, faite de certitudes, ou justement une science inexacte, avec beaucoup de préjugés et de fausses croyances? Non, de toute façon, les sciences sociales, d'une façon générale, ce ne sont pas du tout des sciences exactes, hein, ce sont des sciences sociales. Et le foot, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout une science. Par contre, on peut analyser le foot d'un point de vue scientifique. Et si on parle du foot, c'est un objet qui peut être analysé par les sciences, et notamment par les sciences sociales, mais c'est un des sports les plus aléatoires. Donc, non seulement c'est pas une science, mais en plus, il y a beaucoup de hasard dans le foot. Le hasard, comment est-ce que tu expliques cet aspect hasardeux du football? Alors, l'aspect hasardeux, c'est par exemple, si on prend un match de foot, si a priori il y a un favori, le favori a 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre. La plupart des sports, par exemple si on prend le basket, le football américain, le rugby, l'équipe qui a priori est favorite a entre 60 et 70% de chances de remporter le match. Donc c'est ce qui fait la popularité du foot, c'est notamment le fait que ce soit un sport relativement hasardeux. Bon, c'est aussi, donc c'est une des principales causes, mais il y a une autre explication, c'est que le foot c'est un sport à petit score. Donc ça veut dire que dès qu'il y a très peu de buts. Score serré, ouais. Un score serré. Donc quand on marque un but, on a un avantage qui peut durer très très longtemps. Voilà. D'ailleurs, Donc, tu abordes cette question dans ton livre, le pourcentage des scores les plus fréquemment rencontrés, notamment en Ligue 1. ouais, bah, ça c'est d'ailleurs dans tous les championnats, hein, les scores les plus fréquemment rencontrés, c'est 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. Et je pense que 1-1 c'est le score le plus fréquent. Donc quand vous devez parier, il faut toujours mieux parier sur 1-1. On a plus de chances de gagner, et ça dans tous les championnats européens. Ton livre aborde des questions culturelles, financières, physiques, même des phénomènes de société. Justement, est-ce que le football est un élément de la société ou une société à part entière? Non, le football, c'est vraiment le reflet de la société à part entière. Il suffit de regarder l'histoire du football pour comprendre que c'est fortement lié à la société. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un petit document qui vient de sortir là, sur l'histoire des Bleus entre 96 et 2016, donc qui a été fait par un ancien producteur de TF1, je crois, et puis un historien, donc qui raconte tout à fait l'évolution récente de l'équipe de France de football et de son effet sur la société et vice-versa. C'est étonnant parce que tu nous as dit que le football était quelque chose d'assez très hasardeux. Aléatoire en fait. Aléatoire. Voilà. C'est très aléatoire. En tant que scientifique, je pense que tu as un regard très rationnel sur les études que tu fais. Justement, tu cherches la rationalité, tu cherches à expliquer. Quel regard tu veux changer sur notre façon de voir le football en France, justement? Je ne sais pas si je veux changer quoi que ce soit, mais il me semble que comme c'est un objet intéressant justement qui transcende un petit peu toutes les sciences sociales, c'est quand même assez intéressant d'avoir de l'information sur le foot en général. Alors, d'un point de vue historique, c'était ce dont on parlait à l'instant, mais aussi sur les déroulements des matchs.
Et c'est vrai, par exemple, en France, nous, on n'a pas tellement la culture d'analyse des matchs comme les Anglais l'ont ou comme les Américains l'ont dans d'autres sports comme le baseball, le basket et le football américain qui sont très, très décortiqués, quoi, en fait. Et tu penses que justement, on rencontre très souvent cet aspect statistique dans les médias. Est-ce que dans le monde professionnel, on devrait plus s'y intéresser? Bah, je pense qu'on devrait s'y intéresser parce que, par exemple, il y a une statistique qui, bon, maintenant, je pense qu'il est peut-être un petit peu connue, mais c'est sur est-ce qu'on a plus de chances de marquer sur un corner rentrant ou sur un corner sortant? Tiens, je te pose la question. Bah, moi, je serais tenté de te dire sur un corner rentrant. Voilà, bon, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un corner rentrant, mais quand tu poses la question aux gens, la plupart disent un corner sortant. Et en fait, un corner sortant, du moins un corner rentrant, ça a plus de chances de rentrer, puisque évidemment, ça va vers le but. La trajectoire, Voilà. Et pourquoi les gens disent un corner sortant? C'est parce que les buts qui sont marqués sur des corners sortants sont beaucoup plus beaux. Puisque c'est par exemple un beau coup de tête, alors que sur un corner rentrant, c'est des buts de raccro dont on se souvient beaucoup moins des buts. Et les Anglais, par exemple, analysent tout à fait ce type de statistiques et ils savent très bien qu'on va tirer un corner rentrant ou voir les coups francs qui sont un petit peu décalés, faire tirer par exemple un gaucher sur le côté droit, un droitier sur le côté gauche. D'ailleurs, un autre, du moins si je peux me permettre, hein, Bien sûr. sur les corners, pour rester sur les corners, si je te dis par exemple, tu sais le concept de corner intéressant de Christian Jean-Pierre, tu as déjà, oh voilà un corner intéressant. Corner intéressant. Voilà. Chaque fois qu'il y a un corner, il y a une occasion de but. Est-ce que tu sais, par exemple, qu'on a très peu de chances de marquer sur corner? Une équipe marque en moyenne un but tous les 10 matchs sur corner. Et donc, on a plus de chances de marquer sur corner rentrant, mais sachant qu'on marque très peu sur corner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des corners à, comment dire, à les jouer à deux. En fait. À deux, ouais. Et donc, Le transformer en voilà. action Et de pourtant, centre. nous, en tant que, comment dire, en tant que spectateur, de temps en temps, on est énervé par les corners à deux. Mais tu as C'est vrai. beaucoup plus de chances de marquer sur un corner qui est fait à deux à cause du décalage, plus que sur un corner direct. Mais aussi, on est un peu pollué par le fait que quand nous, on joue au foot à notre niveau, donc ça marche pour les professionnels, mais à notre niveau, nous, on marque beaucoup plus de buts sur corner, parce que évidemment, c'est beaucoup plus aléatoire, etc. Les défenseurs sont bons. Le placement n'est pas le Le même. placement n'est pas le même, etc. Donc on est un peu pollué par ce qu'on vit et ce qu'on anticipe personnellement. Lors de tes recherches, quelle est la statistique, l'élément chiffré qui t'a le plus étonné et qui t'a le plus dérouté sur tes idées reçues sur le football? Bah, à vrai dire, ça fait. Bon, au départ, moi, ma spécialité, c'est l'économie du travail, donc qui n'a rien à voir avec le foot. Et ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur l'économie du football. Donc j'ai fait des articles et puis des bouquins. Mais la première chose qui m'a fait que je me suis dit c'est intéressant de travailler sur le foot, c'est une statistique, bon maintenant, qui est encore une fois, je pense assez connue, c'est la probabilité de devenir footballeur en fonction de son mois de naissance. Ah, je pense que tu vas intéresser du monde. Le- Tu vas intéresser du monde. Voilà. Et donc, ça, c'est un truc qui m'a. Alors que moi-même, je joue au foot depuis longtemps, je m'étais jamais posé la question. Et en fait, on sait très bien que quand on est né au début, par exemple, les catégories d'âge, aujourd'hui, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Nous, à notre époque, du moins à la mienne, parce que je sais que tu es plus jeune que moi, c'était du 1er août au 31 juillet. Donc aujourd'hui, il y a 2 fois plus de footballeurs qui sont nés janvier, février, mars, puisqu'ils sont nés au début de la catégorie. Alors que moi, quand j'étais jeune, la plupart il y avait 2 fois plus de footballeurs qui étaient nés en août, septembre, octobre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand on classe les enfants par catégorie, les plus vieux ont plus de chances de réussir que les plus jeunes de la catégorie. Bon, pourquoi? C'est simple, hein, parce que quand on a 10 ans, 1 an d'écart, c'est énorme. Donc ça veut dire que on est beaucoup physiquement, on est plus grand, on a les gestes un peu plus synchronisés, etc. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait, qui m'a surpris et sur lequel je me suis intéressé. Et les Anglais, actuellement, eux, ils ont un gros problème. Leur catégorie d'âge, c'est du 1er septembre au 31 août. Et donc moi, j'ai 2 chiffres en tête, mais en gros, il y a 50% des joueurs anglais qui sortent des centres de formation anglais, donc pas les étrangers, qui sont nés en septembre, octobre, novembre, et seulement 12% qui sont nés juste avant la limite. Et donc ils sont en train de réfléchir à comment faire pour pas évincer finalement les plus petits ou ceux qui ont à un moment donné un gabarit en moins. Et donc ils sont en train de penser à mélanger les catégories d'âge.
Ça veut dire que au lieu de prendre l'âge chronologique, l'année de naissance par exemple, ils prennent l'âge, alors ils appellent ça le biobanding, ça veut dire que L'âge physique. l'âge physique exactement. Et donc ils sont en train de tester, imaginons un petit gabarit, s'il est trop petit pour sa catégorie d'âge, ils vont le faire jouer à la catégorie en dessous et voir comment il se débrouille. Et en fait ce qui se passe c'est que, bon, juste une petite aparté, c'est par exemple les Américains le font beaucoup au basket et au football américain. Et d'ailleurs à l'école aussi ils le font, mais je reviendrai dessus ici. Et donc ça veut dire qu'un petit qui par exemple est en U10 et physiquement il n'y arrive pas parce qu'il est trop petit en U10 et on le met en U9, il va être avec des gens qui ont exactement le même physique que lui et il va prendre confiance, il va pouvoir tenter des choses qu'il ne pouvait pas faire, etc. Et puis ça va changer tout à fait sa mentalité, il va devenir un peu plus leader alors qu'il était timide, etc. Et donc ça va changer toute sa trajectoire. Et c'est un phénomène que tu retrouves dans tous les sports collectifs où il y a beaucoup de concurrence. Voilà. Et les premiers qui ont travaillé sur ce sujet, c'est des Canadiens sur le hockey sur glace au milieu des années 80, qui ont trouvé exactement ce même résultat. Ça s'appelle l'effet d'âge relatif. Et donc tu retrouves ça dans le sport collectif, mais aussi à l'école. C'est-à-dire que les gens qui sont nés au mois de janvier, en général, ils réussissent mieux que les gens qui sont nés au mois de décembre. Et donc je reviens sur ce que je disais sur les Américains. Nous, en France, on a tendance soit à surclasser les meilleurs dans le sport, ou soit à leur faire sauter une classe quand c'est à l'école. Et les Américains, ils font l'inverse. C'est-à-dire, si tu es né au mois de décembre, et tu sais que tu vas être le plus petit de ta catégorie, les parents vont avoir tendance à le laisser une année de plus à la maternelle pour qu'il soit le plus grand, parce qu'ils ont compris le phénomène. Et alors, je peux du moins, je ne sais pas si on termine, mais en tout cas, je voudrais en parler justement de ça, faire un peu de pub, je peux pour un Allez, bouquin. vas-y, Voilà. c'est parti. Donc ça, c'est un sociologue de l'université de Lyon 2 qui a fait un bouquin qui s'appelle Des footballeurs au travail. Il est sorti il y a à peu près 2 mois. On va le montrer, Voilà. devant la caméra. Voilà. Il s'appelle Frédéric Razera. Des footballeurs au travail. Voilà. Et donc, il a passé, et donc justement, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait, parce qu'il a réussi à passer 16 mois dans le club, en y allant quasiment tous les jours, avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec le staff médical, et donc il raconte exactement la vie quotidienne d'un footballeur, et franchement, c'est super intéressant. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on joue au foot, on a l'impression, même si on est dans un club professionnel, que c'est un peu comme dans un club amateur, mais évidemment avec toute la dimension du déclassement pour une partie du staff professionnel, et puis évidemment avec aussi la carrière salariale et la carrière tout court. Et la vie personnelle, c'est vraiment super intéressant. Je vous le conseille. Et ben voilà, Bibliofoot, on est en Voilà. on est en plein dedans. T'avais d'autres livres à nous présenter. Alors, J'ai vu que t'avais un livre sur sur les supporters du PSG. ah ouais, alors ça c'est sur les supporters du PSG, donc ça c'est un bouquin qui est sorti de l'année dernière, mais qui est fait sur... qui a été fait dans les années 80, du moins l'enquête a été faite au milieu des années 90, donc c'est très vieux. Et donc c'est très intéressant, mais en même temps, voilà, ça fait quand même 20 ans. Voilà. Et bon, il y en a plein d'autres, hein, et il y a un autre bouquin que j'ai pas sous la main, mais qui s'appelle Les footballeurs professionnels des années 30 à... Oh, pareil, il a été fait au milieu des années 90, et là c'est un bouquin qui est fait par des historiens, et c'est super intéressant parce que c'est l'histoire de la professionnalisation du foot, et puis on voit bien par exemple... 1932. 1932 exactement, et on voit bien comment, avant la professionnalisation, les footballeurs, du moins comment s'est transformée l'origine sociale des footballeurs, par exemple, à la fin du 19e siècle, contrairement peut-être à aujourd'hui où c'est plus les classes populaires qui jouent au foot, c'était justement les gens bien éduqués, parce qu'évidemment les classes populaires ils travaillaient très tôt, et c'était à l'université, dans les grandes écoles où on jouait au foot, et donc ça s'est complètement transformé. Et derrière il y a cette histoire de transformation et de conflit entre ceux qui voulaient laisser le football amateur et la professionnalisation évidemment, et donc ça s'est professionnalisé notamment parce qu'on a fait les gens des classes populaires sont rentrés, et puis ils avaient besoin d'être défrayés pour pouvoir simplement faire les déplacements, acheter leurs chaussures, etc. C'était vraiment très intéressant. C'est de 2 historiens qui s'appellent Alfred Wahl et Pierre Lanfranchi. D'accord. Et pour apporter ma petite pierre à ce que tu viens de raconter, c'est vrai que l'aspect social du football a été important dans son développement. C'est pour ça qu'on voit que dans beaucoup de clubs, les grands derbies étaient d'abord des équipes qui avaient des classes sociales complètement différentes. Ouais, bah là on voit bien par exemple à Rome, À Rome, à Milan. à Rome, à Milan dans le championnat italien, et puis après de temps en temps il y avait des oppositions aussi religieuses entre les catholiques et les protestants en
ou dans le nord de l'Angleterre. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi en France on n'a pas des villes comme ça avec 2 clubs et des oppositions entre... Mais c'est simple, c'est parce qu'il y avait une loi qui interdisait d'avoir 2 clubs dans la même ville de plus de 200 000 habitants, je crois. Donc l'histoire du football français ne s'est pas du tout construite sur ces oppositions comme ça. Merci Richard. J'invite vraiment tout le monde à lire ce livre, Sciences sociales football club, que tu as coécrit avec Bastien Dru. Ouais. C'est une deuxième édition, hein, parce que il y a Non, une- c'est pas tout à fait, c'est pas le même en fait, c'est pour ça. C'est pas le même. C'est 2 bouquins différents. Voilà, c'est 2 Voilà. bouquins différents, parce qu'il y a eu un premier jet, c'est les 20 questions improbables du football. C'est tout aussi passionnant. Je vous invite à les lire tous les 2. Je te laisse le mot de la fin. Merci Farid, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi.